Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cet événement de la rentrée des tribus de Neoma Alumni, édition donc 2021. Donc édition un peu spéciale avec une thématique cette année de l'impact positif. Donc vous avez sûrement vu cette semaine pas mal d'événements en ligne toujours autour de cette thématique, donc organisée par les animateurs de l'association, que ce soit en France ou à l'étranger. Moi, je suis Simonie, je suis animatrice de la tribu Rhône-Alpes. Je travaille dans la finance dans une startup qui s'appelle Guidebook et je suis également membre du conseil d'administration donc de Passerelle Numérique. Passerelle Numérique, c'est une ONG qui opère en Asie et à Madagascar récemment, qui permet à des jeunes issus de milieux défavorisés d'accéder à des métiers du numérique et d'avoir un métier à la fin, de sortir de la pauvreté, que ce soit eux et leur famille. Alors, juste pour vous préciser que la session est enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, voilà, vous pouvez enlever la caméra. Pour l'instant, les micros sont désactivés, mais vous pourrez les réactiver à la fin pour poser des questions donc à Fabrice. Donc, merci Fabrice de nous avoir rejoints. Donc, Fabrice est ancien directeur pédagogique de PN. Fabrice a passé un peu de temps à PN, donc il n'y est plus, mais va nous rejoindre prochainement le conseil d'administration. Donc, Fabrice va nous parler un peu de son parcours, de l'impact qu'il a vu de l'éducation et de l'impact de la tech sur ces milliers de destins et peut-être sur toi également, j'imagine. Oui, absolument. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, bah alors voilà, je suis Fabrice Filaché, je suis enseignant. Voilà, mon premier métier, un de mes premiers métiers a été celui d'enseignant. Et ensuite, au fil des rencontres, et il y a une personne qui est dans la salle d'ailleurs, je viens de voir apparaître son nom, qui a été une de mes très grandes rencontres professionnelles. Madame Shibani, je vous salue. Voilà, j'ai eu l'opportunité de développer plusieurs compétences d'ordre pédagogique, de gestion de projet, de développement, de réponse éducative, ici et là. Et après avoir passé une très grande partie de ma vie professionnelle à Paris, j'ai eu la chance de rejoindre Passerelle Numérique en 2014. Voilà, en 2014, pour gérer l'ensemble des problématiques éducatives et pédagogiques de la structure dans un premier temps, puis ensuite ça s'est un tout petit peu élargi au fil du temps. Et cette expérience professionnelle, c'est également couplée à une expérience personnelle, puisque avec ma famille, Un petit souci de connexion. nous sommes restés un peu plus de 3 ans pendant ma mission chez Passerelle Numérique. Voilà. Donc là, tu es revenu au Cambodge, on est d'accord? Alors oui, je suis revenu au Cambodge. Après Passerelle Numérique, j'ai un petit interlude de 2 ans au Liban. J'ai eu le plaisir de participer à la rénovation de la voie professionnelle avec le ministère de l'Éducation libanais. Et j'ai eu une proposition pour revenir travailler à Phnom Penh. Et voilà, un attachement personnel sur la zone Asie, très fort tropisme pour le Cambodge et autres. Et c'est vrai que voilà, on a repris l'avion de Beyrouth à Phnom Penh et on est de retour depuis août 2020, depuis l'année dernière, où là j'avais pris la direction qui fait de l'accès à l'éducation pour les enfants et pour une petite année de transition. Et depuis la rentrée, je suis revenu à un autre métier qui est celui de chef d'établissement. J'ai pris la direction d'une école française internationale à Phnom Penh depuis le début du mois d'août. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de tes missions chez PN, justement? Revenir un petit peu en arrière et nous dire ce que tu as fait, tes réalisations, ce que soit ton day-to-day, et puis Donc, également des gros projets. oui, la mission chez Passerelle Numérique était d'animer les différentes équipes
des trois pays, parce que comme on l'a dit, l'association est présente aux Philippines, au Vietnam et au Cambodge, et donc a développé sa solution dans ces trois pays-là. Et donc, est animé les équipes qui étaient en charge de l'accompagnement éducatif, en charge de formation académique, en charge de la sélection, l'identification de nos jeunes bénéficiaires. Voilà. J'étais donc réparti sur ces trois grandes équipes. Et l'idée était d'apporter un petit peu de savoir-faire, un petit peu d'expertise, et aussi de faire émerger une espèce d'esprit commun, on appelle ça le PN Spirit, et de pouvoir porter les innovations ici et là, parce que j'avais la chance de pouvoir voyager entre les pays, de rencontrer tout le monde, et de pouvoir à chaque fois essayer de sortir des solutions qui pouvaient fonctionner peut-être au Cambodge, et aider à les redéployer aux Philippines, pourquoi pas les adapter après au Vietnam, et voilà. Donc c'était un espèce de brainstorm permanent, avec un objectif toujours le même qui était d'offrir la meilleure expérience d'apprentissage ou expérience de vie aux bénéficiaires qui vivent dans les centres dans ces trois pays-là. Donc, c'était une mission qui était très riche, très variée. Comme je vous l'ai dit, elle a commencé depuis Paris et finalement, très vite, elle s'est déplacée sur l'Asie de manière à être toujours au plus près de mes collègues et au plus près des jeunes et de leurs besoins. C'était extrêmement important pour moi aussi de passer beaucoup de temps avec les bénéficiaires, ou en tout cas dans l'environnement de nos bénéficiaires directs, Et afin donc, d'adapter au mieux les solutions. tu étais vraiment en contact avec eux sur les trois pays, on est d'accord, hein? Cambodge. Oui, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. J'ai eu l'opportunité voilà, d'être invité aussi ici et là, de pouvoir rencontrer les familles, de pouvoir participer aux sessions de sélection. Donc, de découvrir l'envers du décor, l'avant PN, en fait, pour ces jeunes, savoir voilà, à quoi ressemblait la scolarité d'un jeune Philippin sur une des îles du sud des Philippines. C'est extrêmement important pour nous parce qu'ensuite, c'est comme ça qu'on va pouvoir calibrer au mieux la solution éducative. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment comprendre qui étaient nos jeunes pour pouvoir offrir la meilleure réponse derrière. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'as-tu le plus aimé dans toutes tes missions, même si j'imagine il y en a avoir pas mal? Beaucoup de choses, plein de choses en fait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les premières fois sont celles qui m'ont peut-être le plus marqué. C'est-à-dire mon premier jour, par exemple, chez Passerelle Numérique, bon, j'ai passé 22 heures dans l'avion, mais juste après ça, mon premier jour, je l'avais passé dans un centre aux Philippines. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'ai poussé la porte, j'ai été accueilli par un étudiant de première année qui était arrivé dans le centre quelques semaines avant moi finalement et qui m'a amené faire tout ce tour du centre, m'expliquer son quotidien, le rythme de ses études, ce qu'il voulait faire, pourquoi il avait choisi de venir étudier l'informatique. Et je me souviens, cette visite avait duré une petite heure et quart. Et à la fin de la visite, je me suis dit, waouh, après quelques semaines, on en est là. Et je savais que j'allais beaucoup, beaucoup travailler et surtout beaucoup, beaucoup m'amuser, parce qu'en fait, ce travail-là est une vraie passion pour moi. Et oui, c'était incroyable. Et ensuite, la même chose, les premières visites de famille, les premières rencontres avec les familles de nos bénéficiaires, extrêmement riches, des échanges incroyables, les rencontres avec les équipes, mes premières sessions de formation avec les enseignants. Voilà, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses, jusqu'à ma dernière remise de diplôme de facto, qui a eu lieu en mai-juin 2018, où on venait boucler un cycle de 3 ans. On avait travaillé avec les Philippines sur une espèce de classe pilote. Et c'était vraiment une très belle fin de cycle pour moi que de participer à cette dernière remise de diplôme en tant que membre de Passerelle Numérique. Avec beaucoup d'émotions, j'imagine. Oui, c'était incroyable. Les remises de diplôme sont souvent Déjà, ouais, chargé très, d'émotions, très riches. Ouais. la fierté des familles, de tous. Ouais, voilà. Et là, on arrivait vraiment à la fin de ce qu'on avait appelé la classe pilote, qui avait lancé tout un système de refonte des parcours de formation et des parcours éducatifs de PN entre 2015 et 2018. Et en fait, on venait d'avoir les premiers diplômés de ce parcours, de cette classe pilote. Et c'était vraiment chargé, oui, de plein de souvenirs. Ça venait résumer assez bien, de fait, mon parcours personnel chez PN. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup d'impact. C'est un mot qui revient un peu, on le met un peu à toutes les sauces. Alors toi, avec ton expérience chez PN et peut-être après aussi, en quoi, selon toi, PN a un réel impact, en fait, justement?
Là où l'action passerelle numérique est extrêmement intéressante et peut de temps en temps, je pense vraiment, très sincèrement, se démarquer de certaines autres structures associatives, c'est qu'on a un vrai changement de vie à la fin du parcours de passerelle numérique. C'est visible, c'est concret, ça se vit chaque année, ça se vit à chaque instant. Je vous l'ai dit, quelques semaines après, la visite que j'avais vécue avec ce jeune qui ne connaissait pas la ville auparavant, qui ne connaissait rien à l'informatique, qui était capable de m'expliquer son choix de carrière et pourquoi il était là et ce qu'il avait déjà appris en quelques semaines à l'université. Ça se voit vraiment au quotidien. On a une phase de développement personnel et professionnel chez les jeunes qui rentrent chez Passerelle Numérique qui est assez incroyable. Et on le voit à la sortie, on le voit même avant la sortie, puisque la majorité des jeunes vont pouvoir trouver un emploi avant leur diplôme. Et surtout, voilà, ça va vraiment changer leur vie, changer la vie de leur famille. Sur certaines études d'impact, on avait des enfants qui, avec le salaire de sortie d'un jeune diplômé de chez Passerelle Numérique, pouvaient bien évidemment permettre à leurs petits frères, à leurs petites sœurs d'aller à l'école, en fait, d'avoir cette opportunité de pouvoir aller à l'école sans être maintenant dépendant du support d'une ONG. Donc, c'est extrêmement important. En Asie du Sud-Est, on a des jeunes qui redonnent aussi très facilement à leur famille, qui sont rapidement soutien de famille. Et c'est vrai que ça, c'est l'impact que l'on peut voir tous les jours et dont on peut se rendre compte. On a des choses qui sont aussi des fois très, très matérielles, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des enquêtes 2 à 3 ans après la remise de diplôme, on peut revoir les conditions de vie de nos familles également, qui changent complètement, c'est-à-dire de la maison la plus simple en bois, comme on peut avoir beaucoup dans les zones rurales ici. Les familles ont de quoi se construire quelque chose en dur, en fait. Hein. Ça peut paraître des fois un peu étrange vu de loin, mais voilà, d'avoir des maisons qui sont faites en ciment avec un toit qui est un toit en dur et qui n'est pas un toit troué, ça change énormément. On le voit aussi de temps en temps moi, j'avais vu ça et c'était assez incroyable. C'était la famille avait pu s'acheter 4 vaches, par exemple. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'activité agricole de la famille avait été renforcée parce que l'aîné qui était sorti de passerelle numérique avait pu contribuer financièrement à améliorer les conditions de travail de la famille. Et donc, on a toute cette cascade d'impact qui va se faire à partir du bénéficiaire jusqu'aux différents membres de la famille qui l'accompagnent. Oui. Oui, nous rappelons que les étudiants sont sélectionnés dans des provinces très reculées. Voilà, Alors, il y a aussi pas mal de jeunes filles, ça m'avait. J'aime beaucoup aussi Oui. cet impact. Pas mal de jeunes filles voilà, qui viennent de loin, qui viennent de provinces assez éloignées, qui viennent dans la capitale Phnom Penh pour étudier. Donc, il y a aussi cet éloignement familial, je trouve, qui est pas facile à vivre aussi. Donc, ils ont encore plus de mérite, je trouve. Le parcours n'est pas un parcours très facile. Enfin, moi, je saluais chaque année le choix des élèves lorsqu'ils nous rejoignaient. En fait, c'était incroyable parce qu'ils nous découvraient quelques temps avant, pendant la sélection. Ils faisaient leur choix d'orientation et voilà, pouvaient intégrer la passerelle numérique. Et c'est vrai qu'il y a un éloignement qui est physique, le rythme de la formation. La nouveauté, le fait de venir à la ville, c'est un choc incroyable pour les jeunes. Et c'est vrai que c'est extrêmement courageux et assez incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, on a de temps en temps certains de nos enfants aux Philippines qui, pour aller de Cebu, là où est le centre, à leur île ou à leur province d'origine, pouvaient mettre jusqu'à 24 heures de transport. Donc, il y a un vrai éloignement. Hein. Alors, ce n'est pas forcément en nombre de kilomètres. D'ailleurs, on ne compte pas en kilomètres, mais on va compter vraiment en heures de déplacement. Et il y avait jusqu'à 24 heures pour pouvoir aller rentrer, aller voir la famille. Donc, on imagine bien qu'on ne fait pas ça sur un week-end et qu'on ne profite que des zones de grandes vacances ou les breaks entre les 2 années. Donc, c'est un vrai engagement et à chaque fois, on peut vraiment leur tirer notre chapeau parce que c'est un beau parcours à chaque fois, très beau. Ouais. Et vous gardez contact du coup avec les diplômés, les alumni? Alors oui, assez de manière, alors peut-être pas aussi structurée qu'une association d'alumni complètement organisée comme la vôtre, mais de temps en temps, peut-être on est plus sur des échanges informels, sur des connexions entre les promotions,
sur comment effectuer des événements, etc. Mais heureusement, les réseaux sociaux nous aident beaucoup. Tout à l'heure, je regardais un petit peu très rapidement sur LinkedIn juste avant de pouvoir participer à cet échange. Et voilà, on retrouve maintenant des jeunes de chez Passerelle Numérique un peu partout, dans leurs pays respectifs, dans différents types de structures, bien évidemment. Ça peut être des très, très grosses entreprises ou des petites startups ici et là. Certains se sont même mis en auto-entrepreneur. Voilà, parce qu'il y a aussi cette envie de pouvoir avoir son propre parcours qui se dégage chez les jeunes. Donc, on a une animation, il y a une vraie vie des anciens. Il y a même des associations qui commencent à se structurer. Bien évidemment, c'est toujours un début, mais c'est un début qui est très, très positif. Et parmi ces associations d'anciens, ils vont aussi, eux, mettre en œuvre des activités pour aller soutenir Passerelle numérique d'un côté, mais de temps en temps aussi certaines causes qui peuvent leur tenir à cœur, ou un village ou une école d'un village qui aurait besoin d'un coup de main. Et donc, ils vont pouvoir aussi rendre de cette manière-là en tant qu'alumni. Est-ce qu'ils viennent aussi, les anciens, entre guillemets, viennent aussi soutenir les nouveaux ou les étudiants actuels, par exemple, une sorte de mentorat? Oui, oui. Alors, on a aussi pas mal d'anciens qui redeviennent enseignants chez Passerelle numérique. C'est aussi une manière de rendre à un moment donné, de se dire, mais en fait, moi, j'ai eu le goût de mon métier, j'ai pris du plaisir parce que j'ai eu des enseignants. Et de temps en temps, quand on ouvre des positions, eh bien, on va avoir des anciens qui vont aussi postuler. Généralement, ils vont postuler après quelques années d'expérience dans une première entreprise. Et puis, ils se disent, mais en fait, ça, c'est une super opportunité pour moi que de revenir donner un coup de main. On met en place aussi du tutorat pour le soir sur des sujets bien, bien particuliers lorsque les jeunes ont quelques difficultés. Je me souviens qu'on avait, il y a quelques temps aux Philippines, on avait des sessions du soir qui se faisaient après le dîner de manière très, très informelle avec des jeunes diplômés qui avaient 1 an ou 2 d'expérience professionnelle. Et il y avait des sessions sur PHP qui se faisaient dans les couloirs, qui étaient plutôt détendues. Ce qui est toujours super, c'est que les jeunes diplômés n'auront pas la même approche qu'un plus vieil enseignant. Donc, c'est un très bon complément. Et puis aussi, mais pour l'accueil des stagiaires, puisque tous les jeunes diplômés sont en situation d'emploi, et donc ils vont pouvoir aussi faciliter un maximum l'accueil des plus jeunes. Et donc, c'est un très bon réseau. C'est un très bon réseau. Ouais, ouais. Et de quoi es-tu plus fier, en fait, de ton expérience chez PN? Celle-là, elle n'est pas facile. Qu'est-ce que je... Euh, mais peut-être justement d'avoir réussi à faire ce lien et à faire ce lien entre les 3 pays un maximum, en essayant d'être disponible pour tout le monde, de me déplacer vraiment pour tout le monde, et d'essayer à chaque fois qu'on puisse mutualiser un maximum sur nos pratiques, de manière à ce qu'on puisse vraiment engager les réformes, on peut utiliser ce mot-là, nécessaires à la mise en œuvre de l'amélioration des programmes. Et c'est vrai que la période qu'on a eue en 2015 était assez folle. Et c'était assez incroyable qu'on ait eu une espèce de vague de renouvellement de nos programmes en quelques mois, qui avait été très, très intense, mais qui finalement avait reconduit, et qui était la vraie première vague après la création de l'association, qui avait vraiment reconduit à une espèce de deuxième dynamique. Et ça, c'était vraiment super. C'était une expérience assez incroyable, sur des petits détails, mais c'était incroyable. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, alors, que ce soit drôle, moins drôle, enfin... Non, mais si je fais... j'en ai plein, j'en ai trop d'ailleurs. Ouais. Il ne faut pas me lancer là-dessus parce que j'en ai vraiment trop. Mais par exemple, sur cette vague de 2015, en fait, on était parti ça a commencé par un message. C'était assez rigolo. Une de mes collègues, Hélène, qui était la directrice à l'époque du centre aux Philippines. J'avais fait une mission aux Philippines, on s'était raté parce qu'elle avait un déplacement professionnel ailleurs. Et puis, voilà, on s'écrivait sur le téléphone. Et puis, un soir de décembre, elle m'écrit un message. Elle me dit, et si on changeait l'éducation, point d'interrogation. Alors moi, ce genre de message, lorsqu'on me l'envoie, c'est très mauvais parce que je saute dedans les 2 pieds. Et donc, je lui avais répondu OK. Et puis après, bon, c'était les fêtes de Noël, c'est resté comme ça. Et on s'est recroisés en janvier. Et elle m'a dit, bon, ben, on va y aller maintenant. Et c'est à partir de ce simple texto que 6 mois plus tard, on avait redéfini l'ensemble du programme des 2 ans et demi de formation pour Passerelle numérique aux Philippines, qu'on avait lancé une étude de marché auprès des entreprises pour savoir quels étaient leurs besoins techniques,
qu'on avait structuré l'équipe avec un renforcement notamment en IT en recrutant à l'époque Alberto, qui était notre IT manager pour ce challenge-là, qui était en Thaïlande à la campagne avec un recrutement incroyable, avec du Wi-Fi très mauvais. On avait également recruté un nouveau responsable d'éducation. On avait refait le curriculum de formation et on avait également revu le partenariat avec notre université partenaire. Et tout ça, ça s'était fait en 3 mois. C'était absolument incroyable. On avait juste parti de ce texto une énergie qui était incroyable et qui avait après, par la suite, entraîné le Vietnam et le Cambodge à faire le même processus de formation. Dans l'anecdote, c'est qu'on avait commencé à intégrer au début de la formation l'utilisation de Lego, des robots Lego, les Lego Mindstorm. Et en 2015, des Lego Mindstorm aux Philippines, il n'y en avait pas. C'était impossible de trouver. Et donc, on avait fait 2 grosses valises, enfin en toutes, pardon, pleines de Lego, et qui n'étaient pas forcément très faciles à passer à la douane, mais qui étaient passées avec un large sourire. Et on avait été parmi les premiers à utiliser ces Lego pour l'apprentissage du code auprès de nos jeunes, tant et si bien que quelques mois plus tard, on avait été contacté pour encadrer un événement Lego Mindstorm qui était fait au niveau des écoles privées, des lycées, etc. Il y avait un petit événement STEM. Et en fait, c'était assez incroyable parce que le bouche à oreille avait fait que les gens savaient que nos jeunes savaient programmer, savaient qu'ils savaient utiliser, qu'ils faisaient des concours de sumo, etc. Et donc, on avait été contactés pour participer à l'encadrement de cet événement avec l'enseignant, John Ray, à l'époque, et quelques-uns des jeunes pour accueillir des lycéens et encadrer cette démonstration / événement. C'était une assez belle récompense pour les jeunes, une belle mise en valeur de leurs compétences techniques et un sacré indicateur pour nous dire qu'on était dans les clous par rapport à cette réforme. D'accord. Est-ce que selon toi, ton expérience à PN, est-ce que PN participerait à rendre le monde meilleur? Alors, bon, moi, je suis un pro passerelle numérique, alors j'en suis convaincu, parce que c'est vrai que on ne fait pas que des développeurs, on ne fait pas que des techniciens. On a des jeunes qui ont des parcours de vie qui ne sont pas toujours très faciles. Et donc, on a un parcours éducatif aussi qui est axé sur le développement de la personne, vraiment la personne dans son ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN passerelle numérique. C'est-à-dire qu'on ne se concentre pas uniquement sur l'IT. On ne fait pas une formation condensée où les jeunes vont faire vraiment que du code. Mais on a un espace de travail avec les jeunes qui est incroyable puisqu'on travaille avec eux 7 jours sur 7, quasiment 24/24. Ce qui fait qu'on travaille aussi sur tout ce qu'on va appeler là, les soft skills, etc. Et on a donc tout ça pour aider les jeunes à aussi s'épanouir d'un point de vue personnel, à aussi se développer, à aussi développer d'autres choses. Je me souviens d'un jeune qui, lui, avait plutôt des talents artistiques. Et en fait, il a glissé pendant le PN. Finalement, il est devenu artiste ici à Phnom Penh. Il vit de son art et il vit pas forcément de l'informatique. Et on essaye. Et c'est vrai que le fait que les jeunes aussi rentrent derrière, c'est aussi une vraie réussite de chez PN. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément que des jeunes qui, après, vont penser à leur carrière, à leur vie professionnelle, mais ils vont aussi trouver un moyen de pouvoir partager un petit peu ce qu'eux, ils ont pu recevoir en rentrant chez Passerelle Numérique. Donc, à la question, est-ce qu'on participe à rendre le monde meilleur? Je dirais oui, un grand oui. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient s'engager dans une ONG sous n'importe quelle forme, que ce soit bénévolat ou non, ou comme toi, aller sur le terrain Je pense qu'il faut y aller, en fait. Alors, des fois, c'est toujours très facile quand on a fait le pas et quand on y est passé. Mais je pense que si c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de sauter le pas. Il y a énormément d'associations. Il y a beaucoup d'associations qui sont en plus parfaitement adaptées pour les premières fois, j'ai envie de dire. Après, il y a des plus grosses structures
qui, elles, sont voilà, pour les gens qui sont déjà bien professionnalisés ou qui ont fait des choix très forts. Mais c'est vrai que des associations de la même taille que celle de Passerelle Numérique des endroits superbes, en fait, pour pouvoir vivre cet engagement, pour pouvoir commencer, pour pouvoir découvrir le monde de l'association, pour pouvoir découvrir le monde du développement également. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Ce sont toujours des expériences qui sont extrêmement riches. Les engagements sont de taille variable. Les opportunités aussi sont très, très variées parce que de temps en temps, on peut, je ne sais pas, mais il est très facile aussi de s'engager en tant que comptable. C'est-à-dire que les associations, maintenant, sont structurées et elles sont professionnalisées. Et en fait, on n'est pas obligé de tout quitter par rapport à son savoir-faire ou à sa formation initiale pour se dire, tiens, je vais partir complètement à l'opposé de ce que je fais. C'est-à-dire qu'on peut aussi partir avec une certaine zone de confort par rapport à ce qu'on sait faire, par rapport à ses compétences professionnelles, et seulement vivre une autre vie professionnelle dans un autre environnement et apprendre des autres. En plus, Passerelle Numérique, c'est très particulier parce que c'est à l'étranger, donc il y a une relation avec l'autre qui est complètement différente, voilà, tu l'as dit au début, qui change la vie aussi des gens qui passent par Passerelle Numérique. Je pense que ça, c'est indéniable. Le rapport à l'autre sont complètement différents et on en sort forcément enrichi. D'accord. Alors, on a des questions dans le chat là avec Marin Bénédicte qui nous demande si on connaît des associations portant ce projet d'inclusion par la tech à destination de jeunes en situation de handicap. Alors, je réfléchis en même temps. Et, alors, bon, si déjà il y a une partie de la réponse du côté de Passerelle Numérique, c'est vrai que on n'est pas forcément spécialisé pour les jeunes en situation de handicap, mais c'est vrai qu'on a toujours accueilli de manière classique, au même titre que l'ensemble des autres enfants qui pouvaient candidater chez Passerelle Numérique, les jeunes porteurs de handicap. C'est-à-dire qu'on a bien évidemment, dans les pays où nous sommes, il y avait des jeunes porteurs de handicap qui souhaitaient intégrer la tech. Et donc, les jeunes pouvaient intégrer un parcours comme celui de Passerelle Numérique avec les aménagements qu'il fallait mettre en place. Il était plus facile par rapport à la situation par rapport à du handicap moteur, par exemple. C'était plus délicat pour des situations de handicap sensoriel. Notamment, là, par rapport aussi au matériel qui pouvait être disponible dans les et ensuite, je réfléchis, mais je n'ai pas de nom qui me vient en tête. Souvent, ce qui pouvait se passer, c'est de l'adressage d'associations, c'est-à-dire des associations qui pouvaient travailler avec des jeunes en situation de handicap, qui vont eux-mêmes adresser derrière à une association qui fait de l'inclusion par l'IT. C'est-à-dire que 100% IT et handicap en tête, je n'ai pas ça comme ça, mais en tout cas, je pourrais me renseigner et éventuellement partager s'il y a un boîte mail ou des choses comme ça. Si vous souhaitez échanger avec Fabrice, vous pouvez enlever le mode silencieux si vous souhaitez intervenir. J'enlève le mode silencieux, effectivement, merci. Je vous pose la question parce que je dirige en fait plusieurs établissements d'insertion par le travail pour des personnes en situation de handicap. Et cette dimension, je pense, technique, enfin, et techno, peut être très intéressante. C'est la raison de ma question, en fait. Mais je suis effectivement sur la France. Voilà. Et effectivement, c'est des troubles aussi bien psychiques, sensoriels, avec aussi du handicap moteur. Merci en tous les cas pour la réponse. Et un des objectifs d'un des projets que j'avais pu avoir au Liban, qui était cette réforme de la voie professionnelle, c'est de créer un diplôme de la voie professionnelle pour former au métier du web et du mobile, comme la même chose que Passerelle. D'accord. Et donc, qui permettait aussi aux jeunes en situation de handicap dans l'éducation publique libanaise de pouvoir accéder à ce niveau d'études. C'était un objectif qui était caché derrière l'objectif principal. Mais je me renseignerai en tout cas. Je ferai passer par le réseau s'il faut. D'accord.
On a une autre question de Gaëlle. Quels sont ces assis pour une première fois, si tu en as en tête? Alors Gaëlle, si vous souhaitez également intervenir à l'oral. Ah, les assos, pardon. Ah, pour les assos, pour les assos. Pour les assos. Alors, moi, si je me base sur mon expérience, j'irai sur des associations qu'on appelle de petite taille. Parce que, de facto, dans le monde associatif et sur ces ONG un petit peu internationales, on va dire, il va y avoir des tailles d'assaut. Et c'est vrai que, passé une certaine taille, on se retrouve dans une structure qui va être une structure très professionnel avec beaucoup de code et peut-être qu'on ne voit pas tout de suite en fait le changement par rapport à ce qu'on peut connaître dans son entreprise ou dans sa vie de tous les jours. Et c'est vrai que sur ces assos, alors je donne des chiffres de budget, mais pour les assos qui vont faire peut-être 10 millions pour des assos internationales, qui sont ce qu'on appelle des assos de taille moyenne en termes de chiffre d'activité, peut-être que c'est pas forcément là où moi j'irais pour une première expérience, mais sur des plus petits budgets, autour du million d'euros ou même des fois un petit peu moins. Ici, on a énormément de choses. Et si on a besoin de se faire accompagner, il existe des structures comme par exemple la guilde européenne du RAID, qui est généralement le partenaire d'envoi pour les volontaires de solidarité internationale, avec, par exemple, qui travaille avec Passerelle numérique pour tous les volontaires qui sont envoyés sur le terrain. Et là, ce sont des ressources qui sont vraiment très bien parce qu'il y a tout un accompagnement du volontaire, il y a tout un savoir-faire sur la préparation de l'engagement, il y a la publication des missions aussi sur le site. Et c'est, moi, je trouve que c'était mon partenaire préféré, la guilde, par rapport à ces problématiques RH, parce qu'ils ont tout ce savoir-faire. Et c'est très rassurant, en fait. C'est vraiment très, très rassurant. Et ils ont une équipe dédiée à l'accompagnement, à la réflexion, à la préparation au départ et au retour même de mission. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou vous souhaitez échanger avec Fabrice en direct? N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'était moi sur la question pour une asso pour une première fois. En fait, juste pour mettre un tout petit peu de contexte, du coup, j'étais intéressée par cette notion d'inclusion par la tech et l'engagement, parce que moi, je suis expatriée, donc j'habite à l'étranger. Donc, je ne suis pas en région Rhône-Alpes. Et je cherche actuellement un emploi qui puisse être en fait entre au milieu entre de la tech et justement de l'engagement et un impact social. Et c'est un peu tout le cœur de ma recherche, c'est essayer de comprendre quels sont les postes clés quand on n'a pas d'expérience particulière en social qui peuvent être intéressants pour une entreprise de ce type-là. Vous êtes basé où, si vous pouvez le dire? Je suis à Nairobi, au Kenya. D'accord. Donc un peu loin de... Ouais. Mais les choses bougent énormément. Et en fait, c'était assez drôle parce qu'à l'époque, moi, j'avais été contacté par des structures en Afrique qui voulaient partager et qui voulaient en fait développer exactement la même chose dans leur contexte. Et donc, on avait bien évidemment papoté assez longuement. Et je pense que les problématiques et la solution peuvent être assez proches, malgré les différences, bien évidemment, de contexte. Et je pense qu'il doit y avoir 2-3 opérateurs qui ont réussi, avec succès en l'occurrence, à développer des solutions. Sur le Kenya, je ne me souviens plus, il y avait quelque chose, mais j'ai oublié le nom. Et surtout, sur les postes, c'est très large en fait. C'est vraiment très, très, très large. Je pense que les associations, en fait, ont besoin de tous les types de métiers, de vraiment tous les types de métiers, et derrière aussi de cette bonne volonté, de cette envie de s'engager. Moi, je pense que de temps en temps, et je me souviens, j'avais recruté un jeune homme pour venir travailler aux Philippines, et en fait, son CV ne m'intéressait pas du tout, du tout. Mais par contre, c'était un geek avec un cœur énorme. Et en fait, ça, c'était extraordinaire parce qu'on parlait le même langage. Et il est venu et ça a été une mission incroyable. Et c'était très, très loin de sa formation de base, voire très, très loin même. Mais il avait fait un excellent mentor pour les étudiants et un excellent prof et coach d'IT pendant la durée de sa mission courte, qui était une durée à l'époque de 6 mois, je crois. Et
je pense que c'est l'éventail de besoins du milieu associatif est très, très large. Il faut de temps en temps pas hésiter même à aller frapper aux portes qui sont très, très loin de ce qu'on pouvait faire ou pouvait imaginer, parce que de temps en temps, derrière, les gens, en fait, n'ont peut-être pas exprimé de la bonne manière le besoin. Et quand il y a la rencontre qui se fait, ça se déclenche comme ça. Le besoin peut être créé, l'opportunité peut ouais. être créée, il suffit d'une rencontre. Et c'est un monde où la rencontre joue un rôle, pour moi, je trouve très, très important. L'échange et le contact humain déclenchent des choses assez incroyables. Tout d'un coup, voilà, il va y avoir des posts, il va y avoir des projets qui vont se décanter après un simple échange, des fois téléphonique ou de temps en temps, je ne sais pas où ça en est chez vous, mais quand on avait le droit de prendre un café, et ben, ça aidait beaucoup. Est-ce que Gaëlle, vous avez des associations en tête? Vous avez regardé J'en ai regardé beaucoup, oui, mais c'est plutôt des grosses, des grosses associations ou des grosses ONG. Et sinon, du coup, j'essayais plutôt de m'orienter vers des entreprises sociales, en fait, qui, du coup, ont aussi cet impact social et des problématiques un peu plus comme le secteur privé, et donc, du coup, aussi, qui sont un peu plus atteignables quand on n'a pas forcément l'expérience sociale, en fait. Mais voilà, enfin, tout ce qui est très difficile ici, c'est de déclencher la rencontre, justement, quand on n'a pas le CV qui va avec, ou qu'on n'a pas le contact de la bonne personne, je trouve. Ouais, sur les grosses structures, effectivement, c'est toujours très délicat parce qu'il y a une procédure RH qui va être très proche de la procédure RH d'une entreprise, en fait, avec des tris, avec des choses qui doivent un peu clignoter dans les CV. Sur les structures plus petites avec lesquelles j'ai pu travailler ou pour lesquelles j'ai travaillé, on essaye aussi d'aller chercher des gens qui ont cette envie de venir, je cherchais cette association qui travaille avec des jeunes filles et de l'IT au Kenya, mais je commence à vieillir et je ne me souviens plus des noms. Avec plaisir si vous retrouvez. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gaëlle? Une main levée, je crois. Oui, je désactive mon micro. Déjà, merci pour cette présentation. Moi, la question que j'aurais, c'est par rapport à l'insertion, en fait, une fois la formation terminée. Comment est-ce que vous faites pour que ces jeunes intègrent des structures? Bon, quand ils sont auto-entrepreneurs, j'imagine que c'est, entre guillemets, un peu plus facile, puisque le succès dépend d'eux-mêmes. Mais si vous devez leur faire intégrer des grandes entreprises, comment est-ce qu'avec le bagage que vous leur donnez, ils arrivent à se défendre face aux ingénieurs, etc. Ouais. Voilà. Alors, ça a été un long chemin et je pense que ça l'est toujours un petit peu. Hein. Il faut toujours faire ses preuves de facto, surtout quand en face, on a des gens qui vont sortir d'université avec des bacs plus 4, des bacs plus 5. Il faut toujours faire ses preuves. Mais il y a une chose qui nous aide, enfin, il y en a même plusieurs. La première chose, ça a été que dès la création de Passerelle numérique en 2005, la mise en place de stages. Alors, bien évidemment, pour nous, les stages, c'est un truc un peu évident, etc. Mais mine de rien, en 2005, au Cambodge, des stages de 3 mois, il n'y en avait pas beaucoup. Des stages rémunérés, il y en avait encore moins. Vraiment l'opportunité de montrer que le pari un peu fou que de faire un développeur en 18 mois, en fait, grosso modo, avec les vacances et le stage, ça fonctionnait. Et à partir de là, en fait, les jeunes étaient eux-mêmes leurs meilleurs vendeurs, finalement, hein, pendant cette période-là. Et ce qui s'est passé assez rapidement, c'est qu'on a eu des taux d'absorption qui étaient assez incroyables. Et donc, les entreprises qui avaient finalement cette preuve vivante devant eux que la formation technique était de qualité, absorbaient les jeunes. On en est même arrivé de temps en temps, en fonction de certaines années et les besoins des entreprises, à ce que les entreprises, en fait, nous demandent d'avoir carrément plus de la moitié d'une promotion en stage chez eux parce qu'ils voulaient absorber plus de la moitié de la promotion derrière en situation d'emploi. On a eu quelques leviers à faire sauter.
C'était notamment le cas aux Philippines une année parce que Accenture avait pris des stagiaires de passerelle numérique. Et seulement dans les protocoles RH d'Accenture aux Philippines, il fallait que les jeunes aient un bachelor ou un master pour pouvoir être embauchés sur certains postes techniques, notamment informatiques. Le problème étant que le diplôme de passerelle numérique n'était pas au niveau bachelor ou master. Et les gens d'Accenture étaient tellement embêtés qu'en fait, ils ont fait une petite révision de leur guide RH pour pouvoir absorber les jeunes de chez Passerelle Numérique sans ce niveau-là, au niveau de développeurs ou de testeurs. Et en fait, ça s'est fait petit à petit. La réputation sur le marché local s'est installée. Et ensuite, ça nous a permis vraiment à chaque fois d'avoir, avant la remise de diplôme, je ne sais pas, peut-être 80 ou 90% des jeunes déjà absorbés par les entreprises. Donc ça a été vraiment tout le travail amont. Et ensuite, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut tout entretenir. Donc on a des responsables, ce qu'on appelle des responsables des relations extérieures, des relations entreprises, qui continuent chaque année finalement à faire vivre ce réseau d'entreprises partenaires. On essaye de temps en temps d'avoir des petits événements pour les invités. On les convie bien évidemment aussi à venir sur les campus, parler, témoigner. Et on essaye toujours de maintenir ce contact avec les entreprises et de les associer notamment aussi dans la définition de nos curricula. Donc, à chaque remise à jour du programme de formation académique, les entreprises sont associées par des petits sondages, par des ateliers, par des travaux d'écriture, etc. Ce qui leur permet aussi de savoir qu'on se tient à jour, que les compétences techniques des jeunes sont le plus à jour possible par rapport aux besoins concrets du monde de l'entreprise, et ce qui permet derrière de les absorber. Donc ça, c'est un petit peu les différentes étapes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir 100% d'intégration professionnelle dans les différents pays. On est aussi dans une situation où on est assez proche du plein emploi, même si le Covid a un petit peu déjoué les plans. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Bon, on va peut-être clore la séance. Est-ce que tu auras un dernier mot, Fabrice? Oui, je pense que c'est toujours une très belle expérience. Moi, je suis tombé un petit peu par hasard dans le monde de l'éducation. J'ai bifurqué en 2001 dans ce monde-là. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, de faire ces rencontres de chefs d'établissement qui m'ont donné des espaces. J'ai eu la chance de rencontrer Benoît, qui est l'ancien président de Passerelle Numérique, qui m'avait offert le poste à l'époque. Et très sincèrement, voilà, si c'est quelque chose que vous avez en tête, si c'est quelque chose que vous aimez faire, franchement, allez-y, il y a plein de moyens d'aider, de participer sur des choses. Je me souviens qu'on avait des gens qui nous avaient accompagnés même à distance de facto, c'est-à-dire que lorsqu'on avait fait un travail d'écriture, on avait une volontaire qui était basée à La Défense, et en fait, on avait un énorme décalage horaire, mais elle nous a accompagnés pendant les 2 mois d'écriture de référentiel. Et elle avait réussi à venir faire une petite mission sur le terrain pendant 2 semaines pour voir aussi la mise en œuvre derrière. Donc, en fait, tout est très souple. Et surtout, n'hésitez pas. C'est vraiment une expérience, une partie de notre vie professionnelle qui est assez incroyable. Ok, merci Fabrice d'avoir partagé ton expérience. Merci à vous d'avoir participé à cette session. Donc encore la rentrée des tribus, c'est toute cette semaine. Donc il y a encore pas mal de sessions sur plein de thématiques différentes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site et sur la page LinkedIn. Je pense qu'il y a pas mal d'infos également. Merci et très bonne journée tout le monde. Bonne soirée Fabrice. Merci beaucoup. Et je garde les petites questions et je vous ferai passer les réponses si je trouve. Super, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.